Merci beaucoup. Bonsoir, je suis très contente de voir que vous êtes vraiment venus en nombre. Ça fait plaisir, je vous remercie. Et moi, je suis très contente également d'être revenue ce soir pour cette conférence aux côtés de Paul Choplin. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler plus précisément de la terreur au travers d'archives que nous avons ici aux archives départementales et métropolitaines, qui sont les archives des comités révolutionnaires. Plus précisément, alors juste un petit aperçu un peu plus sur les archives où elles se trouvent. Alors en fait, dès que vous avez la série L, dès que vous avez le L, ce sont des archives qui concernent la période révolutionnaire. Et plus précisément, il y a 3 sous-séries pour ces comités révolutionnaires, puisqu'il y avait, une organisation par district. Et donc, on a le 31L pour tout ce qui concerne le district de Lyonville, le 32L pour le district de Lyon-Campagne, et le 33L pour le district de Villefranche. Et donc, je vous ai mis un petit peu ce que ça représente au niveau de quand même une certaine importance. Et après, je vais rentrer, bien sûr, plus dans le vif du sujet. Et tout d'abord, je vais vous présenter rapidement ce que sont les comités révolutionnaires. Et puis, Paul Choplin complétera de façon beaucoup plus pertinente. Mais avant de vous parler des archives, il faut bien que je vous dise de quoi il s'agit. Donc, les comités révolutionnaires sont vraiment des organes au niveau local qui représentent vraiment la période de la terreur, puisqu'ils sont instaurés le 21 mars 1793. Et au départ, ils ont un rôle qui leur est attribué, qui est particulier, qui est de lister les étrangers de la commune. Donc en fait, il faut savoir ce qu'on appelait les étrangers, c'était juste les personnes des autres communes, que ce soit déjà dans le département ou dans d'autres départements. Mais en fait, on demandait à ce que, pour qu'on puisse voir un petit peu toutes les personnes qui passaient, et puis pour voilà, voir si c'était aussi des bons républicains. Donc on listait les personnes. Donc les comités révolutionnaires, au départ, ils sont là pour ça. Et on peut le voir notamment sur ce document où il est mentionné que du coup, là, pour le registre des déclarations des étrangers pour le comité révolutionnaire de Neuville, il est précisé dès le début qu'en fait, c'est vraiment par rapport au décret du 21 mars 1793 qui crée les comités révolutionnaires qu'est ouvert ce registre pour la déclaration des étrangers qui arrivent dans la commune. Et donc, par exemple, on a certains exemples, donc toujours dans le même registre. Là, on a un exemple d'un monsieur qui s'appelle André Lombard, qui vient de Bouches-du-Rhône, donc de la commune d'Arles, et qui vient du coup dans la ville de Neuville s'installer. Et donc, il est déjà muni de tous ses passeports, on y reviendra. Donc, on dit qu'il est logé dans la maison Rosée. Voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur du département, mais il y a aussi des personnes. Voilà. Donc là, on a l'exemple de 2 femmes, donc d'une mère, de sa fille et puis de leurs domestiques qui, du coup, pour le coup, sont lyonnaises au départ et là viennent s'installer, en tout cas, elles y sont depuis 3 jours dans la commune de Neuville, mais même si elles viennent de Lyon, il faut qu'elles s'enregistrent comme personnes étrangères résidant dans la commune de Neuville. Donc là, on voit que ce sont 2 dames qui viennent s'installer donc dans la maison du citoyen Martel, donc avec leurs domestiques. Là, que je me souvienne, pardon. Oui, alors là, il y a notamment des personnes qui, du coup, peuvent revenir dans la ville, parce que là, c'est une dame qui a été, du coup, arrêtée et emprisonnée à Lyon, s'il me semble bien, en maison d'arrêt de la commune affranchie. Donc, commune affranchie pendant la période de la terreur, mais Paul Choplin y reviendra sûrement, c'était Lyon. Donc, en fait, là, il y a une dame qui a été arrêtée du coup, sûrement pendant la période antérieure au siège et pendant le siège, qui a dû être libérée après, et du coup qui revient dans sa commune, mais elle est aussi enregistrée. Donc là, vous avez un aperçu un petit peu de ce que donne un registre à l'intérieur quand voilà. Donc on les liste vraiment au fur et à mesure que les gens se présentent. Et ici, on a le cas aussi d'une personne, donc d'un Lyonnais qui, du coup, qui travaille à la fabrique d'indiennes de Vèze, donc du faubourg de Vèze, et qui a dû, pour des raisons de difficultés dans la ville, donc on y reviendra, du coup, se rendre dans la commune de Villefranche
Et il est précisé que c'est dans l'attente de pouvoir retourner à Lyon quand quand les troubles du coup seront finis. Donc là, c'est pareil, c'est quelqu'un qui habitait à Lyon, mais qui a dû fuir à cause des événements et des troubles à Lyon, et qui est donc du coup à Villefranche en attendant de pouvoir y retourner. Donc aussi, en dehors de ces registres qui donc listent les étrangers qui se présentent, il y a aussi des registres de délibération, hein, comme ça peut être le cas pour les communes, ou voilà, c'est pour n'importe quelle société, association. Et donc là, dans ces registres, on peut trouver plein de choses différentes. Et notamment dans le registre du comité révolutionnaire de Villeneuve, on a plein d'exemples très parlants, notamment de cette période-là, où on voit que là, par exemple, il y a le comité révolutionnaire qui dresse un petit procès verbal qui explique la descente des cloches de l'église, mais il est mentionné que par contre, on en laisse quand même une qui va servir à rassembler les gens, non pas forcément pour l'office, mais pour peut-être des processions ou des réunions civiles. Mais du coup, il est mentionné qu'on descend quand même les cloches, notamment pour les fondre. Hein. Et puis, on en laisse quand même une. Donc les membres du comité révolutionnaire sont aussi, peuvent aussi venir faire des visites dans les foyers, parce que on sait que la France est en guerre contre les autres puissances étrangères, donc on a besoin de jeunes hommes pour aller justement sous les drapeaux. Et donc, quand il y a des jeunes hommes qui ne se présentent pas, les membres du comité révolutionnaire vont toquer à toutes les portes un petit peu pour voir s'il n'y a pas des jeunes hommes qui peuvent se cacher. Alors, je suis désolée, j'ai oublié de vous expliquer ce que sont les comités révolutionnaires, excusez-moi. Hein, bien sûr. Alors, en fait, à partir du 22 mars 1793, dans chaque commune, il doit y avoir un comité révolutionnaire, donc avec 12 membres qui sont élus au niveau local, donc parmi les meilleurs, les plus bons patriotes, hein, donc qui sont élus, 12 membres qui, justement, vont servir à toutes ces missions. Donc, il y en a un dans chaque commune, et puis pour Lyon, il y en a un par section. Et bien sûr, dans les registres de délibération, on trouve aussi une liste des personnes suspectes de la commune. Donc ici, c'est un registre du comité révolutionnaire d'Amplepuis. Et si on y rentre un peu plus en détail, on peut voir un petit peu pourquoi ces personnes sont dites suspectes. Donc là, le premier, Jean Besson, donc lui, il s'est opposé à l'arrêté des représentants lors du recrutement des 300 000 hommes. Donc voilà, pareil, hein, il s'est opposé du coup à ce qu'on vienne chercher des hommes pour aller sous les drapeaux. Et en plus, il a manifesté des sentiments lyonnais. Donc voilà, donc là, il fait partie de ceux qui ont dit les rebelles de la ville de Lyon. Et on y reviendra sûrement. Et n'avoir pas déclaré la résidence du prêtre Corti réfractaire. Et il est prouvé qu'il est allé chez lui y exercer des actes fanatiques. Alors là, voilà, on est en pleine période de la terreur, donc effectivement, voilà, tout ce qui est dès qu'on a le culte catholique qui sort du cadre légal, donc là, c'est un prêtre réfractaire, ça veut dire qu'il n'a pas prêté serment à la constitution civile du clergé, donc il n'a techniquement plus le droit d'exercer, et donc là, ce monsieur, en plus, il a a priori accueilli ce prêtre chez lui. Le deuxième, voilà, monsieur Pierre Pelletier, pour de tout temps avoir tenu des propos contre-révolutionnaires. Alors lui, c'est très succinct, mais voilà, ça veut tout dire. Le suivant, monsieur Jean Tatu, pour avoir donné par écrit à la municipalité la rétractation de son serment civique. Et après, il a dit ainsi qu'on nous l'a assuré. Donc en fait, ça prouve qu'en fait, c'est des gens qui l'ont dit. Donc il suffit qu'il y ait la parole des fois des personnes pour que le monsieur se retrouve sur la liste des suspects. Et le dernier, il a juste soutenu les Lyonnais. Voilà. Donc il est quand même sur la liste des suspects. Et donc, à partir de... Donc, je vous ai dit, ils ont été créés en mars 1793. Et à partir de septembre 93, il y a une loi dite sur les suspects qui est établie. Et à partir de là, les missions des comités révolutionnaires se sont largement agrandies. Et donc, ce sont notamment eux qui délivrent toutes sortes de certificats. En premier, il y a des certificats de civisme. Alors, ce sont des certificats qui attestent que la personne est un bon patriote et un bon républicain. Et notamment, il fallait avoir ces certificats pour pouvoir exercer dans l'administration.
Et donc là, on voit que ça revient souvent, hein, c'est notamment souvent des militaires. Donc là, c'est monsieur Pierre Chambé, commandant en chef du 4e bataillon du Rhône, ci-devant domicile en cette ville, qui a donné des preuves constantes de son civisme et de son attachement à la Révolution française depuis qu'elle a commencé. Et donc, en conséquence, il lui délivre ce certificat. Et puis là, pour le comité de révolutionnaire de Worms, c'est du coup le président même du comité révolutionnaire du coup qui se fait délivrer son certificat de civisme parce que sinon il peut pas être président de ce comité révolutionnaire. Voilà. Et puis ce sont aussi les comités révolutionnaires qui délivrent des certificats de résidence. Donc il fallait passer devant le comité révolutionnaire pour dire et attester qu'on habite bien dans cette commune. Et notamment, ça pouvait servir pour dire qu'on n'avait pas immigré à l'étranger. Ça pouvait être utile. Et donc là, vous voyez en gros à quoi ressemble un registre avec des certificats de résidence. Et puis, dans le cas particulier de Lyon, on a des registres de certificats de non-rébellion. C'est-à-dire que, en fait, suite aux événements du siège et du coup à la répression qui a lieu, eh bien, en fait, il faut pouvoir justifier qu'on n'a pas participé à la prise des armes contre les armées de la Convention qui ont assiégé la ville. Et donc, il faut avoir ce certificat de non-rébellion. Et ça concerne pas seulement la commune de Lyon, mais ça concerne vraiment tout le département parce qu'il y a des personnes qu'on peut dire, je sais que cette personne, elle a été à Lyon pendant le siège, donc elle est rebelle. Et du coup, si on a ce certificat, ça permet de dire, non, j'étais pas à Lyon, j'étais bien dans ma commune. Et donc, par exemple, là, on a quelques exemples. Donc là, c'est au district de Lyonville. Le comité déclare que le citoyen Néry-Marie Cognier, marchand plieur de soie demeurant rue Tupin, numéro 32, âgé de 37 ans. Alors là, il y a toute la description physique de la personne. Taille de 5 pieds, cheveux et sourcils châtains, bruns, visage rond, plein et coloré. Alors voilà, on n'avait pas la photo, donc on décrivait absolument la personne pour être sûr que c'est bien lui. Bouche épatée, moyenne, menton, fausseté, voilà. Et là, à la fin, n'est pas compris dans la liste des rebelles de cette commune. Voilà. Donc à partir du moment où il a son certificat, c'est bon, il est tranquille. Et dans le deuxième, du coup, c'est au comité révolutionnaire de Saint-Genis-Laval. Et donc, sur l'invitation de la municipalité et d'après l'attestation de 3 citoyens de la commune, donc voilà, on demande... on peut avoir des témoins qui viennent avec nous au comité révolutionnaire et qui disent qu'on n'a pas participé, donc de la commune de Bonnefoy, donc c'était le nom révolutionnaire de la commune, qui sont Étienne Millon, Jean-Baptiste Font, Antoine Cra, pardon. Nous avons délivré un certificat de non-rébellion à la citoyenne Marie Isabelle Goujon, merci. Femme du Raffort, résidente dans la dite commune. Voilà. Donc, des fois, on peut avoir des témoins avec nous qui disent qu'on n'a pas participé. Donc, ça, c'est vraiment une exception. Et puis, sinon, ce sont aussi les comités qui délivrent les passeports. Alors, pareil, comme pour les étrangers, c'est pas pour aller à l'étranger, c'est pour se rendre d'une commune à l'autre. Donc là, on a toute une liste qui résume un peu tous les certificats qui ont pu être délivrés et les raisons. Et puis, si on va plus sur les passeports, on a des exemples. Donc là, on a une dame qui est rentière, âgée de 56 ans. Pareil, là, on va la décrire en détail. Et qui, du coup, là, demande un passeport pour pouvoir aller dans différents départements pour affaires. Donc là, elle a un passeport qui lui permet d'aller un peu plus loin. Mais par exemple, on a aussi des personnes qui peuvent habiter beaucoup plus près. Et ici, on peut voir une autre dame, pareil, dont on a la description physique et qui demande un passeport pour aller faire des visites dans le département de l'Isère pour des raisons de famille. Donc là, c'est beaucoup plus près, mais elle a besoin d'un passeport pour rendre visite à sa famille. Donc en fait, il faut aller tout le temps devant le comité révolutionnaire dès qu'on doit se déplacer. Et des fois, ça peut être... vous verrez un exemple, notamment dans l'exposition. On a un passeport d'un monsieur qui habite à la Guillotière et qui demande un passeport pour pouvoir se rendre à Villefranche. Voilà. Donc il faut toujours passer devant le comité révolutionnaire durant cette période, en tout cas. Et puis, bien sûr, ce sont les comités révolutionnaires qui tiennent des registres de dénonciation. Alors, ils peuvent recevoir des personnes qui viennent et qui font des dénonciations, mais après, ça peut être aussi le comité révolutionnaire lui-même qui constate
que certaines personnes sont suspectes et contre qui il faut agir. Donc voilà, ça peut être les deux. Et donc là, je vous ai sélectionné quelques exemples. Donc là, c'est dans une section de Lyon. Et du coup, là, ce sont les comités qui disent que le sieur Godon, qui est dit comme traître à la patrie, il est très suspect et qu'il est l'auteur d'une partie de la contre-révolution. Et en conséquence, nous, membres du comité du plat d'argent, du comité de surveillance générale de l'hôtel commun, ils invitent le comité de surveillance du général de l'hôtel commun, donc de Lyon, de faire traduire ce sieur Godon aux prisons de Roanne. Donc voilà. Donc là, c'est un comité d'une section qui demande vraiment au comité de surveillance générale l'arrestation de ce monsieur. Donc je vous disais, ça peut être directement les comités qui peuvent. Et puis là, on a d'autres exemples un peu plus parlants. Alors je vais me mettre ici pour lire parce que sur l'ordinateur, je ne vois pas forcément. Du coup, là, donc c'est la section de Saint-Vincent. Donc on est toujours à Lyon. Et là, c'est assez. Ça peut être assez croustillant. Donc Saint-Vincent, donc c'est un monsieur qui s'appelle Benoît Devigne qui dénonce du coup, il dit que pendant le siège de la ville de Lyon, il a vu un monsieur du coup qui il a entendu tenir des propos très incendiaires contre les représentants de la Convention nationale et aussi pardon, j'ai du mal à voir, et ainsi que contre l'armée de Dubois-Crancé. Voilà, il soutenait aux citoyens de la section que les représentants de la Convention étaient des scélérats. Voilà, donc là, il insulte tous les membres de la Convention. Voilà. Après, il y a un autre monsieur en dessous. Alors, là, c'est plus vraiment purement événement aussi lyonnais. Je dénonce aussi Riche de la section de Saint-Benoît qui me rencontrait le jour de la mort de Chalier, donc de l'exécution de Joseph Chalier en juillet 1793, sur le quai près le pont de Saint-Vincent vis-à-vis le cabaret Georges et qui m'arrête, me prend au collet en me disant « Coquin, on vient de guillotiner Chalier, ainsi ce sera bientôt ton tour parce qu'on veut punir tous les coquins de clubistes. » Voilà, donc là... Alors après, on ne peut pas savoir si c'est vrai, mais le monsieur dit qu'il a été menacé par ce monsieur le jour même de la mort de Chalier. Et puis là, on a un extrait donc, des registres de dénonciation du comité révolutionnaire de Collonges-Mont-d'Or que vous pouvez voir justement en original dans l'exposition. Et là, c'est notamment le comité révolutionnaire qui dénonce un certain citoyen à Archambault, qui en plus, lui, il a tous les travers, on va dire. C'est un bourgeois, un ex-noble, ci-devant seigneur de Cornaton, ancien conseiller dans la cour des monnaies de Lyon, lequel, d'après la voie publique, donc là, voilà, on voit bien ce système aussi de leur humeur sur les personnes, et sur d'après donc la voie publique, sur ses principes aristocratiques, et se sentant poursuivi comme contre-révolutionnaire, s'est retiré dans la maison de Cornaton. Et comme il importe à la République de connaître ses ennemis, le comité prend le parti de dénoncer tous les chefs principaux de l'aristocratie. Voilà, donc là, c'est vraiment le comité révolutionnaire qui décide de prendre des mesures. Et puis enfin, ce sont aussi les comités révolutionnaires qui procèdent aux arrestations pour passer après devant la commission révolutionnaire. La commission révolutionnaire qui est vraiment un tribunal spécial qui fait partie de la justice d'exception qui a eu lieu à Lyon. Et donc là, on voit que des membres du comité se sont transportés chez le nommé Pierre Simon Avé, domicilié en cette ville, donc Villefranche. L'avons trouvé chez lui et ayant parlé à sa personne, lui avons présenté l'ordre de son arrestation, c'est-à-dire le mandat d'arrestation décerné contre lui. Avons fait visite tant sur lui que dans ses appartements. N'y avons rien trouvé où nous puissions apposer nos scellés. L'avons de suite envoyé dans la maison d'arrêt de cette ville. Voilà. Donc là, ils ont procédé à la fois à une perquisition et une arrestation. Donc ce sont aussi les comités révolutionnaires qui ont ce rôle-là. Donc on peut voir vraiment
qu'au niveau local, dans vraiment le processus de la terreur, ben, on voit que les comités révolutionnaires sont vraiment au centre de cette organisation. Voilà. Et j'en ai terminé. Je vais laisser la place à Paul Choplin. Voilà. Ah bon. Oui, après sinon, si vous avez... Bien, bonsoir à tous. Je remercie les archives départementales de m'inviter. J'ai absolument rien à dire sur ce qu'a dit Christelle, qui a bien présenté ce fonds d'archives. Et je pense que c'est bien aussi de faire dans cet ordre-là, de montrer les archives et puis après la conférence plutôt de montrer ce que fait l'historien de ces archives, puisque le travail de l'historien, c'est aussi d'enquêter l'histoire et surtout l'histoire de cette période de la Révolution. C'est une période qui n'a pas encore tout dit. Il y a encore énormément de choses à découvrir dans les archives. On est loin d'avoir tout dépouillé. Alors il y a des fonds qui sont plus explorés que d'autres, mais le fonds, par exemple, des comités de surveillance, a encore beaucoup d'éléments à livrer. Et la conférence que je vais vous donner ce soir est un état de la question. Je n'ai pas vocation, d'abord dans le temps qui m'est imparti, on part sur une petite heure, hein, c'est 18h30, je vais jusqu'à 19h30 ou avant, je ne sais pas, quel est le temps. Je m'adapte. Hein. Donc, 3/4 d'heure. Eh bien, 3/4 d'heure. Dans les 3/4 d'heure qui me sont alloués, donc, je vais vous présenter un rapide état de nos connaissances sur cette période et vous montrer qu'il y a encore aussi des querelles d'interprétation. Je vais vous présenter, et puis on laissera le temps, effectivement, pour la discussion et je répondrai aux questions éventuelles. Alors, je lance juste mon diaporama. Voilà le titre: Surveiller, punir, régénérer, la terreur à Lyon et dans le Rhône, 1793-1794. D'abord, un petit mot d'historiographie, c'est-à-dire comment les historiens aujourd'hui travaillent sur cette période de la terreur, donc la période la plus violente de la Révolution. Alors, la plus violente, c'est à nuancer parce que ça dépend des départements. Par exemple, si on prend la Haute-Garonne, le moment le plus violent de la Révolution, c'est 1799. C'est là où il y a le plus de massacres. Donc là aussi, il faut faire attention à cette notion d'acmé de violence. Oui, c'est un acmé de violence, mais attention à la géographie. Tout dépend des départements. À Paris, dans l'Ouest, évidemment dans la Vendée insurgée, et aussi à Lyon, l'acmé de violence, c'est 1793-94. Alors pour comprendre cette période, il y a eu plusieurs débats. Alors d'abord, il y a ceux qui expliquent qu'en fait, la terreur est inscrite dès le début de la Révolution, dès 1789. La Révolution serait en quelque sorte de processus société. D'autres expliquent que c'est plutôt un dérapage de la Révolution à partir de 92, 93. Il y a des débats autour de cela. Et puis d'autres disent qu'en fait la terreur, c'est le poids des circonstances. La guerre extérieure et la guerre intérieure, c'est une parenthèse qui sera vite refermée. Aujourd'hui, les historiens sont beaucoup plus prudents et ils insistent plutôt sur un processus de violence. Et il y a un livre qui est important à mes yeux et dans lequel je m'inscris historiographiquement, c'est le livre de l'historien américain Timothy Tackett, qui s'appelle Anatomie de la terreur, qui a été traduit en français en 2018 aux éditions du Seuil, et qui explique que pour comprendre la terreur, c'est ce que je vais faire rapidement dans cette conférence, il faut partir du début. Ça ne veut pas dire que la Révolution est intrinsèquement
violente. Rien ne prédisposait la France à basculer dans la guerre civile dès 1789, mais il faut être attentif à un enchaînement d'événements et comprendre pourquoi, à tel moment, des individus vont faire des choix qui vont provoquer donc des peurs, des rancœurs, du ressentiment, de la haine et de la violence. Cette notion de terreur, elle est aussi interrogée justement dans sa signification. La terreur avec un grand T, c'est tous les travaux notamment de Jean-Clément Martin, qui il a fait plusieurs livres. Je retiens celui-ci avec un titre un peu choc, Vérité d'un mensonge d'État. Alors c'est pas un mensonge d'État aujourd'hui, mais il montre, ce qu'aujourd'hui les historiens sont d'accord là-dessus, c'est qu'en fait le mot terreur est apparu pour désigner une période en août 1794, après la chute de Robespierre. Et donc ce sont les vainqueurs de Robespierre qui vont inventer, entre guillemets, la notion de terreur avec un T majuscule. Le mot était déjà dans le vocabulaire politique, mais il sert à désigner une période à partir d'août 94 pour rendre Robespierre et ses amis responsables de ce déchaînement de violence. Et en fait, c'est une stratégie politique pour, en fait, ceux qui ont fait tomber Robespierre avaient aussi eu un rôle prépondérant dans ce déchaînement de violence. Et donc, ils s'exonèrent et inventent la terreur. Et en réalité, le régime d'exception, il dure jusqu'en 1795, jusqu'à l'automne 1795, jusqu'à l'instauration de la mise en œuvre, de la Constitution de l'an 3. N'oublions pas qu'à Auray, à côté de Vannes, on fusille 775 chouans en juillet 95. Et donc on est toujours dans des logiques répressives extrêmement violentes. Donc aujourd'hui, on fait durer le gouvernement d'exception un petit peu plus longtemps que la période 94. Et surtout, on redistribue les rôles. Robespierre n'est pas le grand méchant de la Révolution, c'est un accès de violence collective et il faut étudier le rôle de tous les acteurs. La terreur aussi, c'est beaucoup de travaux qui ont été synthétisés récemment dans un ouvrage de Michel Biard et Marisa Linton, Terreur, chez Armand Collin, que je vous conseille si vous voulez avoir un petit point de vue synthétique. Le travail de l'historien, c'est aussi travailler sur les rouages des institutions de cette période en étant attentif aux respirations locales. En effet, il n'y a pas une terreur, mais des terreurs. C'est-à-dire que la répression ne s'abat pas de la même façon selon les villes, les départements. Et ici, dans le Rhône et à Lyon, on a un département qui a été particulièrement touché par la répression, mais ce n'est pas le cas de tous les départements. Et on est attentif aussi au rôle des agents locaux de la terreur. Parce que souvent, on va le voir, à Lyon c'est le cas, on a eu tendance aussi à rejeter la responsabilité sur des agents extérieurs. La terreur viendrait de Paris. En fait, en réalité, très souvent, elle est le fruit de règlements de comptes locaux qu'il faut essayer de comprendre. À Lyon, justement, on a longtemps vécu sur une tradition historiographique héritée de Édouard Herriot, qui a livré un livre que vous connaissez sans doute, Lyon n'est plus, un livre magistral, 4 volumes, et puis un 5e volume qui est paru de façon posthume, mais qui a tendance justement à rejeter la responsabilité de la terreur sur les Parisiens, sur les représentants en mission, et à dédouaner un petit peu les Lyonnais qui auraient une tendance naturelle à la modération. Les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. L'historiographie locale, alors là aussi je ne vais pas vous faire, il y a une riche historiographie lyonnaise depuis le 19e siècle. Je vais retenir, alors on l'oublie un petit peu parfois, je voudrais lui rendre hommage, c'est Louis Traînard qui a publié au moment du bicentenaire un ouvrage de synthèse sur la Révolution française dans la région Rhône-Alpes qui permet de sortir de Lyon et de comprendre la dynamique régionale de la Révolution. C'est très intéressant. Et puis pour Lyon, bien sûr, les travaux de Bruno Benoît et avec Roland Sosa, qui ont été les auteurs d'un livre de référence qui reste un usuel sur la période Révolution-Empire. Et puis plus récemment, avec Pierre-Jean Souriac, j'ai co-dirigé donc une nouvelle histoire de Lyon et de la métropole, et j'ai livré un chapitre qui fait sur la Révolution et l'Empire, qui fait un petit peu la synthèse de ce que l'on sait. Alors, pour partir, premier point, la mécanique de la terreur. Il faut remonter en fait à 1789. Ce n'est pas un déchaînement de violence subi, ce n'est pas une guerre civile qui éclate en 93. Non, dans le sillage de Timothy Tackett, je voudrais insister ici sur cette mécanique de la guerre civile et pour comprendre comment,
à Lyon, on est venu à se détester, à se haïr, au point de s'entretuer, de se dénoncer, on l'a vu dans les registres de comités de surveillance. Alors le point de départ, tout commence en 1789. Ce n'est pas la révolution elle-même, c'est plutôt la chute de ce qu'on commence à appeler l'Ancien Régime, c'est-à-dire l'effondrement du système administratif d'Ancien Régime, notamment la disparition des intendants, des subdélégués. Et donc il y a tout un tissu administratif qui disparaît pendant l'été 1789 et qui est à l'origine de ce qu'on appelle la Grande Peur. On met entre guillemets, donc une série d'émeutes, de rumeurs, une première série de violences, donc qui touche les environs de Lyon, dans le Dauphiné, mais aussi le Beaujolais n'est pas, donc le nord de l'actuel département du Rhône, est particulièrement travaillé, notamment dans le Haut-Beaujolais, par des, je reviens, par des agitations. Et donc ces premières violences, ces premières rumeurs commencent à faire naître un sentiment qui est bien particulier, qui est le propre de la Révolution. C'est à la fois un moment d'espoir de réforme, de rebâtir une nouvelle monarchie sur de nouvelles bases, mais aussi une période d'inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer? L'incertitude de l'avenir et la méfiance. Qui va prendre le pouvoir? Et ça, c'est une question clé. Qui va prendre maintenant le pouvoir? Et on se regarde en chien de faïence. Il y a les anciennes élites qui sont là, c'est l'ancien consulat lyonnais. On peut citer le rôle qui est très important au début de la Révolution d'Humbert Colomès, l'échevin, qui va notamment mobiliser des troupes pour lutter contre les soulèvements paysans dans le Dauphiné. Et puis il y a toute une nouvelle génération de négociants lyonnais qui voudraient maintenant participer au pouvoir et chasser la vieille élite consulaire lyonnaise. Et on a ces mêmes sentiments. Les grands saute un petit peu. C'est quand on bouge. Oui, pardon, je ne bouge plus. Je reste sage. Et donc, on va avoir un enchaînement d'événements qui vont petit à petit donc accroître les tensions, accroître la suspicion dans la ville de Lyon et dans le département. Et tout se cristallise autour de la peur du complot. Faire l'histoire de la Révolution, c'est aussi travailler sur ces rumeurs de complot. La peur que l'adversaire politique complote, prépare un mauvais coup dans l'ombre. Et au départ de cette peur du complot, il y a des complots bien réels. En 1790, un certain nombre de notables lyonnais, royalistes, c'est-à-dire opposants à la Révolution de 1789 et qui voudraient que Louis XVI retrouve son pouvoir, ou du moins est un ascendant politique sur l'Assemblée nationale. Et donc ces notables, notamment autour d'un certain Guillon de Pougelon, vont essayer d'organiser une conspiration à Lyon. L'objectif, c'est de faire venir Louis XVI à Lyon et de le soustraire de l'influence de Paris. Ça sera cette conspiration, c'est un peu une conspiration d'opérette. Hein. Les membres ne sont pas très discrets, ils sont rapidement dénoncés, arrêtés. Mais vous voyez, ça commence à créer une espèce de climat. Et on a un espace démocratique qui est en train de s'inventer à ce moment-là. Il y a les premières élections municipales à Lyon en 1790, première municipalité élue avec un corps électoral élargi. Mais c'est aussi un espace où il n'y a pas de débat démocratique au sens contemporain du terme, où on diffuse ses idées par la presse, on commence à se réunir dans des clubs, dans des sociétés politiques, mais où l'antagonisme est très fort, c'est-à-dire qu'on ne discute pas, on ne débat pas, on affirme ses principes et on désigne l'ennemi. Et donc c'est cette incapacité à dialoguer qui conduit à... c'est valable pour toute la France, hein, on voit ça à Paris, mais à Lyon c'est particulièrement visible, on voit un espace politique qui se construit sur l'antagonisme et sur la dénonciation des manœuvres de l'adversaire. Il y a un élément qui va être extrêmement important dans cette dynamique de la violence, de la haine et du ressentiment, c'est la réforme religieuse, la fameuse constitution civile du clergé qui est adoptée par la constituante le 12 juillet 90 et qui va provoquer un schisme dans l'Église de France entre une Église réfractaire qui refuse la réforme et une Église constitutionnelle avec des prêtres et des évêques qui prêtent serment à la Constitution.
Et à Lyon, comme ailleurs, le clergé et les fidèles se divisent. L'archevêque de Lyon refuse la réforme. Dans un premier temps, il y a une majorité de prêtres, de curés qui adhèrent, que ce soit à Lyon ou dans le reste de ce qui va devenir le département du Rhône, puisque en 1790, le nouveau département qui est créé, vous le savez, c'est le département de Rhône et Loire, donc avec Lyon comme chef-lieu et des districts, donc district de Lyon-Ville, district de Lyon-Campagne, district de Villefranche, district de Roanne, district de Montbrison et district de Saint-Étienne. Et donc, dans la partie qui va correspondre au département du Rhône, au futur département du Rhône, on a aussi cette scission qui concerne aussi le Beaujolais, l'ouest de Lyon. Et donc, ça crée un climat, puisque cette division va accentuer les rancœurs. Les partisans de l'Église réfractaire sont persuadés que la réforme de l'Église est le fruit d'un complot contre le trône et l'autel. Et donc on voit ces catholiques réfractaires se raidir, se mobiliser. Notamment, il y a un personnage à Lyon qui joue un rôle important, c'est un vicaire de Saint-Nizier, l'abbé Linsola, qui va être le chef de l'église réfractaire lyonnaise. Et puis en face, vous avez ceux qu'on appelle les patriotes, ceux qui soutiennent l'Église constitutionnelle, qui sont persuadés que les réfractaires sont des conspirateurs, que les chefs de l'Église réfractaire sont des prêtres qui cherchent à fanatiser, c'est un mot-clé de cette période, qui cherchent à fanatiser les fidèles pour les mobiliser contre la Révolution. Et donc on voit dans l'espace public deux théories du complot se faire face. Dans les deux cas, en fait, il n'y a pas de complot, mais on s'imagine que l'adversaire complote, on se mobilise, et donc la peur nourrit la peur. Et donc on a un cycle, comme ça, une espèce de spirale de peur qui se met en branle en France, et particulièrement à Lyon, autour de cette question religieuse. Ces peurs, ce ressentiment est aussi accentué par la crise économique de cette époque, qui est un élément extrêmement important à prendre en compte pour saisir le poids des tensions à Lyon. Lyon est aussi une ville qui est touchée par la crise économique conjoncturelle, autour notamment de la production textile, avec aussi des cycles de mauvaises récoltes. On est dans une période plutôt de croissance économique, le 18e conjoncturel, je ne bouge plus, à la fin des années 1780-1740. Et le détonateur de tout cela, c'est au printemps 1792, l'entrée en guerre. La France, alors là aussi je vais rapidement, mais en avril 1792, donc l'Assemblée législative va déclarer la guerre à l'Autriche, en espérant que cette guerre permette de recréer de la cohésion nationale, de réunir les Français. Et cette guerre, vous le savez sans doute, se passe très mal. L'offensive française est un échec, et très rapidement, le roi de Prusse va se joindre. J'ai pas bougé. Bon. À l'empereur, et donc une armée austro-prussienne va menacer d'envahir le royaume de France, et donc cette menace d'invasion va encore accentuer la peur du complot de l'intérieur, la peur du complot politique, et c'est l'origine. Je sais pas, comme ça, faut pas que je m'approche trop en fait, faut pas que je sois trop loin, faut pas que je sois trop près. On va essayer comme ça à 5 cm. Et donc c'est cette peur de la trahison, en fait, des traîtres de l'intérieur qui conduit la mobilisation des sans-culottes parisiens qui vont s'emparer du château des Tuileries le 10 août 92, suspendre le roi, et une suspension du roi qui va mener à l'abolition de la royauté le 21 septembre 1792. Le département de Rhône-et-Loire entre lui aussi en République. Comme à Paris, c'est une entrée tragique dans la République, parce que comme à Paris, Lyon va connaître des massacres de septembre. Alors, une toute autre ampleur
qu'à Paris. À Paris, hein, je rappelle que les estimations actuelles, on est autour de 1500 personnes tuées, massacrées dans des conditions abominables. À Lyon, le chiffre est moins important, c'est 11 personnes, 8 officiers, 3 prêtres réfractaires, donc 11 personnes qui sont lynchées, mais la personnalité de ces victimes, 8 officiers, 3 prêtres réfractaires, montre bien le poids de cette peur de la trahison. Ces officiers sont lynchés parce qu'on a peur qu'ils trahissent, qu'ils ouvrent les portes de Lyon aux alliés des Prussiens et des Autrichiens. En l'occurrence, pas très loin de Lyon, il y a le roi de Piémont, de Piémont-Sardaigne, et on a peur que les Piémontais viennent à Lyon. Et les prêtres réfractaires, ces 3 malheureux prêtres réfractaires, pourquoi ils sont lynchés? Parce que c'est la peur du complot fanatique. On les soupçonne de faire partie d'un grand complot visant à déclencher un grand soulèvement dans le pays. Alors, à Lyon, donc la transition administrative se déroule sans heurts notables. L'administration du département, du district est purgée. Ce sont les républicains partisans de la révolution, de ce qu'on commence à appeler la révolution du 10 août 92 qui prennent le pouvoir à Lyon. Les royalistes sont absents de la scène politique. Alors pourquoi ils sont absents de la scène politique à ce moment-là? Pourquoi ils ne se mobilisent pas? Tout simplement parce qu'ils sont mal organisés, donc ils n'ont pas vraiment les moyens de se mobiliser. Et puis, en fait, la plupart attendent la victoire des troupes austro-prussiennes, qui étaient quasiment programmés, mais vous le savez, ils vont échouer à Valmy, et pour des raisons de maladies et de problèmes de ravitaillement, l'armée austro-prussienne va battre en retraite, et le plan d'invasion va échouer. Et donc la République s'installe, et à Lyon, très vite, on va avoir un conflit qui va aussi essaimer dans le reste du département, un conflit à l'intérieur du camp républicain entre, là il y a un parallèle avec Paris, entre ceux qui veulent défendre qui veulent stabiliser, pardon, la République autour du respect de la loi, et notamment autour de la valeur centrale du scrutin, c'est-à-dire que le peuple se manifeste lors du vote, désigne des représentants, et une fois qu'il a élu ses représentants, ce sont les représentants qui gouvernent. Donc c'est plutôt une république d'ordre. Face à eux, on a des républicains révolutionnaires qui pensent que le pouvoir du peuple ne se limite pas au droit de vote, mais le peuple doit contrôler en permanence ses élus et doit se manifester. Il a le droit de se manifester par des pétitions, par des assemblées, et en se mobilisant notamment lors des clubs. Et surtout, ce peuple a un droit à l'insurrection. On retrouve ici, dans ce débat entre républicains, le débat qui, au sein de la Convention, oppose les Girondins, partisans de la République d'ordre, et les montagnards, justement, partisans d'une démocratie directe où le peuple peut intervenir à tout moment et censurer ses élus, y compris par l'arme de l'insurrection. Et donc on a ce jeu de pouvoir qui a lieu à Lyon, où on se dispute la municipalité, où tous les coups sont permis, et où on a un climat de surenchère, de violence, où un personnage joue un rôle très important dans le camp, ce que j'appelle le camp pro-montagnard, si vous voulez. C'est Joseph Chalier, un négociant qui est un personnage un peu illuminé. Il a fait ses études chez les Dominicains de Lyon, qui étaient des jansénistes convulsionnaires. C'est quelqu'un qui a une vision assez providentialiste de la Révolution, et qui est surtout habité par cette hantise du complot. En gros, il voit des traîtres partout, et il a une rhétorique politique extrêmement violente, et il va être élu juge au tribunal de district, et il va faire venir la guillotine à Lyon. Et c'est lui qui va se servir de la guillotine comme un instrument d'épouvante, un instrument de terreur. Le mot terreur est employé dans le vocabulaire politique à cette époque, donc pour effrayer les adversaires. Et donc on a une espèce de surenchère politique avec tout simplement une rhétorique de guerre à mort. C'est eux ou nous. Alors je passe le détail de l'affrontement, vous le connaissez sans doute, les partisans des montagnards autour de Chalier qui s'emparent d'un certain nombre de rouages de la ville de Lyon, notamment bien sûr la mairie, la municipalité avec le maire Bertrand, mais aussi les comités de surveillance dont on parlait tout à l'heure, qui sont un rouage essentiel pour contrôler la population.
Et le prochain objectif des partisans des montagnards, c'est de former une armée révolutionnaire à Lyon. Et donc c'est ce projet qui déclenche une insurrection de leurs adversaires, qui prennent les armes et qui les renversent le 29 mai 1793. Pas de chance pour les Lyonnais. Au même moment, à Paris, ce sont les montagnards qui éliminent les Girondins. Et donc, c'est l'engrenage. Là aussi, je ne vais pas vous raconter le siège de Lyon. Je vais tout de suite terminer sur la question de la répression. L'engrenage, c'est simple. Lyon va se rallier aux autres départements qui soutiennent les Girondins proscrits. Alors ces départements, c'est les départements normands, c'est les départements, un certain nombre de départements bretons, c'est la Gironde, bien évidemment, autour de Bordeaux, et puis d'autres départements, notamment dans le Midi, donc tous ces départements entrent en révolte contre la Convention. Alors, c'est une révolte républicaine, ils veulent rétablir les Girondins au sein de la Convention, mais ce mouvement de révolte n'arrive pas en fait à se coordonner, tout simplement parce que la Convention montagnard réagit très vite, et c'est là où on voit toute l'importance du comité de salut public qui va organiser une machine militaire extrêmement performante et avec peu de moyens réduire en fait les foyers d'insurrection les uns après les autres. Et donc Lyon s'arme, les royalistes vont se mêler de la partie autour du comte de Précy, qui va devenir le chef de l'armée lyonnaise. Alors ces royalistes ne s'affichent pas royalistes, même si personne n'est dupe dans Lyon, ils sont officiellement républicains, mais ils sont là pour essayer de tirer les marrons du feu. Et ce qu'ils espèrent, eux, c'est l'arrivée de l'armée piémontaise, une armée piémontaise qui n'arrivera pas. Vous le savez, Lyon est encerclée. À partir d'août 1793, va subir un bombardement et la ville va capituler le 9 octobre 1793. Et une des conséquences donc, de cette capitulation, c'est mon dernier point, la répression. La ville de Lyon perd son nom. Elle est d'abord appelée Ville affranchie, puis après, quelques semaines après, Commune affranchie, qui va être le nom qu'elle va conserver jusqu'en 1794. Et en novembre 93, le département de Rhône-et-Loire est scindé en deux entités distinctes, le département de la Loire et le département du Rhône. Alors la répression ne va pas s'abattre de la même façon sur tout ce territoire. Moi, je vais me concentrer sur le Rhône et Lyon. D'abord, le nord du département, le Beaujolais, notamment autour de Villefranche, est resté fidèle à la Convention. Et notamment, il y a pas mal de partisans des montagnards, des partisans de Chalier, qui sont venus se réfugier, notamment, il y a 3 villes où ils se réfugient, c'est la ville d'Ans, la ville de Villefranche et Neuville-sur-Saône. Alors Chalier, oui, j'ai oublié de vous le dire, il se fait arrêter et lui, il n'arrivera pas à s'échapper puisqu'il sera jugé par les Lyonnais révoltés et condamné à mort et exécuté le 16 juillet 1793. Et d'ailleurs, cette exécution sera le symbole de la rébellion pour la Convention qui va faire de Chalier un martyr de la liberté. Et donc la répression, elle est aussi justifiée comme une vengeance nationale contre la ville qui a exécuté Chalier. Mais il y a, pardon, et mal exécuté. Oui, je ne rentrerai pas dans les détails, je répondrai aux questions, mais c'est dans des conditions particulièrement atroces. Mais on veut aussi venger les soldats républicains qui sont, enfin, de l'armée de la Convention, qui sont tombés lors du siège. Les Lyonnais doivent payer cette insurrection armée qui a coûté des vies humaines, et c'est le sens de la répression qui s'abat sur la ville à partir d'octobre 93. Mais je dis, c'est surtout la ville de Lyon qui est punie dans un premier temps, davantage que le reste du département. Alors, la répression, comment s'organise-t-elle? Alors, d'abord, elle se fait sous l'égide des représentants en mission, mais dans un premier temps, les représentants en mission sont vite débordés, justement, par les amis de Chalier, qui arrivent dans la suite de l'armée de la Convention et qui vont tout de suite et prendre le contrôle des unités de surveillance.
Voilà, là je suis à bonne distance. Des comités dont on l'heure, c'est-à-dire que les comités de quartier, de section, c'est le nom qu'on donne au quartier de Lyon, donc ces comités de surveillance avaient été maintenus pendant le siège, ils avaient été épurés, et donc les copains de Chalier reviennent après le 9 octobre, et ils arrivent dans les locaux des comités de surveillance, ils en prennent le contrôle, et ils organisent la répression. Et ils se livrent à une espèce de chasse à l'homme dans la ville de Lyon, et ils traquent leurs adversaires. Et ça c'est extrêmement important parce que c'est avant tout un règlement de compte local. Si la répression a été aussi rapide, aussi violente, parce qu'on a des gens qui viennent régler leurs comptes avec leurs voisins. Ils savent où ils habitent, ils savent qui ils sont, ils savent qui étaient leurs adversaires. Et donc c'est comme ça que les prisons se remplissent très vite. Alors des prisons, voilà, on a une ville qui est surpeuplée de prisonniers. Donc il y a les grandes prisons, il y a le dépôt de l'hôtel de ville, mais il y a aussi d'anciens couvents qui avaient été transformés en magasins militaires ou casernes, qui sont maintenant transformés en prisons. Puis vous avez des petites prisons de section aussi. Et donc Lyon déborde de prisonniers, de suspects qu'il va falloir juger. Et donc c'est la mission des représentants en mission d'essayer de coordonner tout ça et surtout d'éviter les débordements. Avec plusieurs tribunaux. D'abord, une commission de justice militaire qui est mise en place dès le 9 octobre pour juger les membres de l'armée lyonnaise. Alors ces membres de l'armée lyonnaise, certains ont tenté une sortie le 9 octobre, donc par la porte de Vèze. Et donc ils ont remonté la Saône. Et l'objectif, c'était de franchir la Saône et de gagner la Suisse. Certains ont réussi par petits groupes. Et puis d'autres vont refluer ici, soit vers les monts du Lyonnais, soit vers les monts du Beaujolais. Certains vont se cacher pour nouer des contacts avec des relations. Mais la plupart vont être poursuivis et ils finiront par être arrêtés à Saint-Romain-de-Popé et ramenés à Lyon. Et puis il y a ceux qui se cachent, qui essayent de se cacher dans la ville, tant bien que mal. Alors eux, beaucoup vont se faire arrêter. Et donc ce sont ces membres de l'armée lyonnaise qui sont jugés en premier. Alors eux, il n'y a pas de suspense. C'est les lois, on est dans un régime d'exception. Et donc il y a des lois depuis mars 93 qui ont été votées depuis le début en fait, de l'insurrection vendéenne. Toute personne qui est prise les armes à la main dans un attroupement contre la République est automatiquement condamnée à mort. C'est une reconnaissance d'identité, il y a un contrôle, pourquoi vous aviez des armes, etc. Et donc c'est au total 98 combattants qui sont fusillés sur la place Bellecour, rebaptisée à cette époque place de la Fédération, puis sur la place des terreaux, rebaptisée place de la Liberté. Le 12 octobre, parallèlement à cette commission de justice militaire qui juge les combattants, vous avez une commission de justice populaire qui est instituée pour juger, alors dans un premier temps, ceux qui ont participé au procès de Chalier, puis très rapidement à tous ceux qui ont participé aux administrations rebelles. Donc en gros, ce sont les administrateurs pro-girondins de Lyon qui sont jugés par cette commission de justice populaire. Et donc 113 personnes vont être condamnées à mort et exécutées. Alors les combattants sont fusillés. Là, les membres des administrations sont guillotinés. On a sorti la guillotine. Elle est d'abord dressée sur la place de la Fédération, place Bellecour. Et puis après, elle va aller sur la place des terreaux, place de la Liberté. Et puis après pendant qu'il y a cette première phase de répression, il y a aussi la mise en œuvre du fameux décret de la Convention que vous connaissez tous, Lyon n'est plus, Lyon fit la guerre à la liberté, Lyon n'est plus. Alors il y avait eu des grands discours, alors c'est toujours à la Convention, c'est grandiloquent, Lyon comme Carthage sera détruite et pierre par pierre et il n'y aura plus que des petites chaumières et des petits villages à la place de l'orgueilleuse Lyon. Mais une fois qu'on est sur place, les représentants en mission disent oui, enfin c'est quand même la deuxième ville de la République, alors qui connaît des difficultés, mais qui est appelée à rejouer un rôle économique. Donc on va peut-être la laisser debout, mais on fait un exemple et symboliquement, on va détruire, c'est ce qui va marquer durablement le paysage lyonnais, c'est une humiliation, c'est la destruction des grandes façades de Bellecour, les façades occidentales et orientales de Bellecour, 2 grands pâtés de maisons qui vont être détruits et on va laisser 2 grands tas de gravats de part et d'autre de la place pour rappeler le châtiment de la ville.
Pour le reste des destructions, ça sera assez limité, et c'est surtout des bâtiments qui avaient été endommagés pendant le siège, ou des bâtiments qui étaient de toute façon insalubres ou voués à la destruction. Donc il n'y aura pas de destruction de la ville de Lyon, mais il y a quand même cette destruction symbolique des façades de la place Bellecour qui marque les esprits. Hein. C'est pour ça qu'en 1800, quand Bonaparte rétablit les façades, c'est un moment fort pour les Lyonnais. Ce rétablissement des façades de la place Bellecour en 1800, c'est la fin de la Révolution. Ça marque la rupture. Donc ne pas négliger aussi cet aspect symbolique. Il n'y a pas que les exécutions. Et puis, cette vengeance s'accompagne aussi de la célébration de Chalier, le entre guillemets, martyr de la liberté, celui que la Convention va appeler le martyr de la liberté. Des cérémonies vont être organisées en son hommage. Ses cendres vont être transférées à Paris, où il recevra les honneurs du Panthéon. Il en sortira avec d'autres en 1780. On n'a pas la date exacte, 94 ou fin 94 ou début 95. Mais à Lyon, on le célèbre. Son effigie est partout et il est un symbole pour les républicains fidèles à la Convention montagnarde. Mais ces images aussi sont là pour rappeler le martyr qui doit être vengé. Cette vengeance, elle a lieu dans le cadre de l'organisation, d'un troisième tribunal qui va remplacer les autres. Donc il y avait la commission de justice militaire, la commission de justice populaire. Ces deux premiers tribunaux, après avoir officié, vont être supprimés et remplacés par une commission révolutionnaire de communes affranchies qui est, elle, destinée à éliminer tous les contre-révolutionnaires de Lyon. Et donc c'est là où la répression va ratisser plus large. Ce n'est pas seulement les combattants ou les membres des administrations, c'est tous les individus considérés comme suspects et ayant participé justement à la construction d'un esprit contre-révolutionnaire dont il faudrait purger Lyon. Et donc, ce qui va marquer les esprits et ce qui marque la ville, je ne reviens pas sur les détails, ce sont les fameuses mitraillades des 4 et 5 décembre 93 dans la plaine des Brotteaux. Donc, c'est une exécution de masse avec des canons chargés à mitraille. Et on est dans le... Alors, c'est le chiffre exact que j'ai noté, c'est 269 individus. On est dans le même registre d'horreur qu'au même moment les noyades qui ont lieu à Nantes à l'instigation du représentant en mission Carrier. Donc on essaye de se débarrasser rapidement, de façon très expéditive, de cette masse de prisonniers. Bon, alors à Lyon, ce n'est pas le même nombre de victimes qu'à Nantes, puisque très rapidement, on s'aperçoit que ces mitraillades ne sont pas efficaces, il faut achever les nombreux blessés, et donc on va revenir à des méthodes entre guillemets plus classiques, c'est-à-dire des fusillades par des pelotons dans la plaine des Brotteaux et la guillotine sur la place des terreaux. Alors, dans ces exécutions, les représentants en mission Fouché et Collot d'Herbois jouent un rôle important, mais ils ne sont pas les seuls. Quand on dit Fouché, le mitrailleur de Lyon, attention, c'est aussi, on en fait un bouc émissaire un petit peu facile. Il a donné son aval, c'est pas Saint-Fouché, il ne s'agit pas de le dédouaner, il a participé. Mais les membres du tribunal qui ont donné leur aval, et puis il y a tous ceux qui ont été les complices de ces exécutions, l'armée révolutionnaire de Paris qui est venue et qui procède à ce moment-là aux basses besognes, et puis vous avez aussi tous ceux qui ont arrêté ces gens, et donc ce sont des Lyonnais, et qui étaient bien contents de voir leurs adversaires éliminés de cette façon. Ils n'ont pas pleuré, eux. Et donc pendant 4 mois, jusqu'en avril 1994, cette commission révolutionnaire va prononcer 1684 condamnations à mort, et 1665 personnes seront réellement exécutées en tenant compte des évasions. Mais il y aura aussi 1682 acquittés. Alors eux, on les oublie souvent, les acquittés. Vous voyez, il y en a eu quasiment autant. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre aussi que les représentants en mission veulent canaliser la répression et veulent canaliser les règlements de compte entre Lyonnais.
Et donc, là aussi, le rôle de cette commission, qui est sous l'étroite surveillance des représentants en mission, c'est d'éviter qu'il y ait trop de débordements, trop de règlements de compte, et surtout des règlements de compte gratuits. Et de ce point de vue-là, les archives des comités de surveillance sont très intéressants. Alors malheureusement, j'expliquerai pourquoi dans quelques instants, on a très peu de registres de dénonciation. Donc on a du mal à connaître les rouages de la mécanique de la dénonciation pour Lyon, mais on a quelques éléments qui montrent que, et ça on le voit aussi parce que c'est Fouché qui le dénonce, on a aussi des gens qui tout simplement profitent de la situation pour dénoncer des gens gênants. Des membres de sa famille, ça peut être aussi des concurrents commerciaux ou régler de vieux comptes personnels. Hein. Et donc, dans ces périodes comme ça, qui sont des périodes troubles, où la violence est partout, le ressentiment est partout, c'est une occasion rêvée, parce que n'oublions pas que les biens des condamnés sont séquestrés, ils sont vendus. Et qui s'occupe du séquestre, ce sont les membres des comités de surveillance. Et là encore, Fouché le dit dans sa correspondance, enfin, les autres représentants en mission, il faut faire attention, parce qu'il y a certains membres des comités de surveillance qui en profitent en fait, pour barboter des choses dans les appartements des personnes dont les biens sont séquestrés. Donc là aussi, il faut enquêter. C'est ce qui va conduire petit à petit les représentants en mission à réduire le nombre des comités de surveillance pour mieux contrôler leurs membres. Et donc aussi, il y a toute une paperasse administrative qui va se développer et qui est du pain béni pour l'historien pour essayer de comprendre. Alors pour le coup, pour les séquestres, il y a beaucoup de... Oups, c'est pas grave. Il y a beaucoup de documents dans la série Q des archives départementales bien nationaux. Une partie en fait des archives des comités de surveillance se trouve dans la série Q, tout ce qui est lié justement au séquestre, parce que la série Q c'est les biens nationaux, donc il faut aussi explorer, et en fait dans cette série il y a énormément de choses qui restent encore à étudier. Voilà. La répression s'étend aussi au reste du département. Hein, je n'oublie pas le Rhône. Le département de la Loire possède son propre tribunal à Feurs, mais je n'en parlerai pas ici. Dans le Rhône, les autorités surveillent particulièrement les montagnes qui sont à l'ouest, hein, qu'on voit ici figurer sur cette carte, notamment ce qu'on appelle le Haut-Beaujolais, où on a des bastions de l'Église réfractaire et où l'autorité de la République est contestée au quotidien par des gestes de défiance ou d'hostilité. Refus, on a ça dans des procès-verbaux, refus de porter la cocarde, refus de saisie de grains, non-signalement des étrangers de passage, attroupement contre les plantations d'arbres de la liberté, relèvement de croix de carrefour abattues et surtout dissimulation de prêtres réfractaires. Et donc les municipalités, les comités de surveillance dressent des listes de suspects, mais ont beaucoup de mal dans ces terres de résistance à arrêter les prêtres réfractaires, à arrêter les meneurs. Il y a une forte cohésion dans ces communautés rurales, tant et si bien que le comité de sûreté générale de la Convention, alors le comité de salut public s'occupe de la défense du territoire, le comité de sûreté générale, c'est un petit peu un ministère de la police, il s'occupe de la chasse aux traîtres et aux ennemis de l'intérieur, et donc ce comité de sûreté générale va nommer un commissaire qui va opérer ici au carrefour, vous voyez dans ces zones de montagne, au carrefour de la Loire, du Rhône et de la Saône-et-Loire, un dénommé Jean-Marie Lapalu. Ce Jean-Marie Lapalu, c'est un jacobin sûr, c'est un homme de loi originaire de Mardor, hein, c'est un local, qui a été assesseur du juge de paix du canton de Thizy. Adieu projection, mais c'est pas grave. J'ai plus besoin de ma carte maintenant. Et donc ce Jean-Marie Lapalu va être chargé de faire des tournées dans cette région, 93-94, pour faire des discours, pour défanatiser. Ça, c'est un mot clé des archives de cette époque. Les républicains sont hantés par le fanatisme. Ils ont peur du fanatisme. C'est un mot qui revient constamment. Et donc, Lapalu est chargé de défanatiser les habitants du Beaujolais. Et donc, en faisant quoi ? En fermant les églises, en détruisant ou en envoyant à la monnaie des ornements liturgiques et en arrêtant des prêtres, y compris des prêtres constitutionnels, parce qu'ils considèrent que tous les prêtres catholiques représentent
représente une menace pour la sûreté de la République. Dans la partie sud du département du Rhône, cette campagne de défanatisation est entre les mains de la commission temporaire de communes affranchies, qui est une espèce de super comité de surveillance qui est chargé de superviser les arrestations de traîtres et de rebelles dans le département. Et cette commission temporaire a une section ambulante qui sillonne les campagnes du Rhône, mais aussi de l'Isère, donc les alentours de Lyon, là encore pour fermer des églises, arrêter des prêtres et prononcer des discours pour républicaniser les consciences. Ce qui explique aussi que le clergé paye un lourd tribut à cette répression. Pour reprendre le cas de Jean-Marie Lapalus dont je vous parlais tout à l'heure, l'historien Colin Lucas a relevé 369 mandats d'arrêt délivrés par ce commissaire dans le Beaujolais, le nord de la Loire, entre octobre 93 et février 94. Alors au début de l'année 94, justement, des tensions se font jour autour de cette répression, comme dans l'Ouest d'ailleurs, certaines voix s'élèvent en disant qu'on est allé trop loin, que certains ont profité de la situation. Et donc il y a une lutte de pouvoir qui s'engage à Lyon, dans le département du Rhône, mais aussi à Paris, à la Convention, autour notamment de Robespierre. Robespierre, en novembre 93, a commencé une série de discours aux Jacobins, puis après à la Convention, justement pour dénoncer la défanatisation, ces attaques contre le culte catholique, en expliquant que ces violences contre le culte, mais aussi ces excès répressifs, nuisent à la République et en fait fabriquent des ennemis. Et Robespierre, qui est lui-même obsédé par le complot, est persuadé, et ça c'est important pour comprendre comment on sort de la terreur à Paris, mais aussi dans le Rhône et à Lyon, Robespierre est persuadé que ceux qui ont commis des excès répressifs, mais aussi excès contre les cultes, sont en fait des agents de l'étranger. Il est persuadé. Alors vous dites, mais parce qu'on est dans une logique du complot. Et ces gens-là sont travaillés depuis des années par cette hantise du complot. Et pour Robespierre, en fait, ce sont des agents provocateurs. Tous ces gens comme Lapalus et d'autres, Chaumette à Paris, qui ferment des églises, organisent des mascarades, arrêtent beaucoup de suspects, sont des agents provocateurs qui cherchent à dégoûter la population de la République. Et donc Robespierre veut purger le mouvement révolutionnaire en éliminant ceux qui se sont compromis dans des excès répressifs. C'est comme ça qu'il faut comprendre, en février 1994, l'arrestation du dénommé Lapalus, qui a été recyclé au tribunal de Feurs, je passe les détails, qui va être rappelé à Paris. Et à Paris, c'est très intéressant, il va être jugé avec les hébertistes. Donc Hébert, Chaumette, et tous ceux justement que Robespierre accuse d'être des agents provocateurs qui ont commis toute une série d'actes contre le culte catholique pour discréditer la République. Ce qui est faux. Hein, c'est faux, ce complot tel que l'imagine Robespierre est faux. Mais vous voyez, il y a une espèce de purge qui se met en route. Et c'est comme ça que Fouché, à son tour, est rappelé à Paris, parce que lui aussi a été un ardent défanatiseur. Hein, il a entraîné aussi un certain nombre de fermetures d'églises. Et ce qui va se jouer à Paris en juillet 1994, c'est une lutte de pouvoir, justement, entre montagnards, entre Robespierre qui veut purger tous ceux qui ont commis des excès, et puis ceux-mêmes qui ont commis des excès, qui se méfient de Robespierre, et qui sont persuadés eux aussi que Robespierre est un conspirateur et qu'il aspire à la dictature. Et donc on a une espèce de jeu de pouvoir qui se solde, vous le savez, par l'élimination de Robespierre, le 9 Thermidor, et Robespierre et ses amis, les robespierristes, vont devenir les boucs émissaires de ce qu'on appelle la terreur. Et ceux qui l'ont éliminé, qui ont aussi participé à ces surenchères de violence, et même parfois plus que lui, eux espèrent s'en tirer indemnes. En fait, ils ne vont pas s'en tirer parce qu'ils vont être à leur tour purgés, mais c'est une autre histoire.
Je reviens à Lyon et dans le Rhône. Comment on sort de la terreur une fois qu'on apprend l'élimination de Robespierre et de ses amis? Eh bien, très rapidement, les autorités sont un petit peu désemparées. Il faut se mettre aussi à la place des administrateurs à cette époque. On ne cesse d'annoncer depuis Paris des purges. Et donc, dans les départements, on ne sait pas trop qui purge qui. Hein. Donc on envoie toujours des lettres de félicitations à la Convention. Bravo, vous avez éliminé alors la faction des enragés. Après, bravo, vous avez éliminé la faction des hébertistes. Ah, bravo, vous avez éliminé la faction des indulgents. C'est Danton et ses amis. Et puis là, bravo, vous allez éliminer la faction des robespierristes. Mais là, il y a une espèce de mouvement, un petit peu de suspens, puisque à Paris, les purges vont continuer. Parce qu'on s'aperçoit bien, l'opinion publique dit ouais, ok, Robespierre, mais il n'était pas seul. Et donc, les purges vont continuer à Paris. C'est le fameux procès Carrier en novembre 94, et puis d'autres vont suivre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les administrations locales, notamment à Lyon, vont relâcher la pression, et c'est le sauve qui peut. C'est le sauve qui peut pour se dédouaner. On ouvre les prisons. Et là commence le temps des règlements de compte. Un temps qui est extrêmement violent à Lyon, mais une violence qui est à la hauteur de la violence de la répression. Et donc c'est la spirale de règlement de compte. Cette fois, ce sont les parents des victimes de la répression qui viennent demander des comptes à ceux qui ont arrêté, dénoncé et conduit à la guillotine ou au peloton d'exécution leurs parents. Et ça va être particulièrement sanglant, notamment en mai 95, on aura des scènes de lynchage très, très violentes dans les prisons de Lyon. Mais les autorités vont envoyer l'armée à Lyon pour rétablir l'ordre, et on va avoir aussi tout un discours d'oubli pour éteindre la guerre civile, et c'est à ce moment-là qu'on a un certain nombre d'archives de la répression, j'en parlais tout à l'heure, qui vont être détruites, notamment les registres de dénonciation. Et c'est comme ça qu'on va perdre une partie de ces registres de dénonciation, parce que c'était des armes de guerre civile. Et notamment pour attiser les haines, certains, alors on soupçonne les royalistes, c'est peut-être eux, on ne sait pas, mais à la fin de l'année début 95, circulait à Lyon une liste imprimée des dénonciateurs et des dénoncés. Et c'est un instrument terrible parce que c'est un tableau à 2 colonnes. Vous avez le nom et l'adresse, parce que sinon c'est pas amusant, du dénonciateur, et le nom des personnes dénoncées. Et donc ça circulait, et donc les gens s'en servaient pour régler leurs comptes. Et donc pour éviter ça, les autorités vont détruire ces registres de dénonciation, ce qui fait qu'il y en a assez peu. Et alors ça, c'est une hypothèse. On a aussi, vous le voyez dans l'exposition, on a des registres mutilés, avec des pages arrachées, des registres de comités de surveillance. J'ai mis l'hypothèse qu'ils aient pu être mutilés à ce moment-là, puisque on avait à cette époque parfois la coutume de réemployer des registres en arrachant les pages, puis on continue à écrire, mais là, il y a juste la mutilation et il n'y a rien d'autre. Et on a gardé le registre. Donc c'est une hypothèse. Ouais. Alors, il y en a quelques-uns de Lyon qui sont intacts, mais par un tour de passe-passe sur lequel je ne m'étendrai pas, ils ont été récupérés par le collectionneur Coste, et ils se trouvent dans le fonds Coste de la bibliothèque municipale de Lyon. On a aussi des registres qui normalement devraient être ici, mais que le collectionneur Coste a récupérés. Voilà. Donc le régime d'exception prend fin, la terreur prend fin, je termine presque à l'heure, en septembre-octobre 95, avec la mise en œuvre de la Constitution de l'an 3. Lyon est placé sous surveillance policière et militaire. Je l'ai dit, une politique de l'oubli est imposée, une politique de l'oubli qui va être perpétuée par le consulat et l'Empire. Je rappelle que sous l'Empire, on refuse toujours aux parents des victimes d'aller se recueillir sur les fosses des Brotteaux, où ont été ensevelies une partie des victimes de la répression. En 1810, quand Fouché, qui entre-temps est devenu ministre de la police de Napoléon, quand Fouché est disgracié en 1810, les Lyonnais vont approcher les autorités pour savoir, maintenant Fouché a été éliminé politiquement, est-ce qu'on peut aller se recueillir sur les fosses des Brotteaux? Et là, le nouveau ministre de la police, Savary, dit non, on n'en parle plus.
et il faut attendre la Restauration pour qu'une chapelle soit édifiée, une chapelle expiatoire soit édifiée, un premier monument des Brotteaux soit édifié. Là aussi, on a le souvenir, vous verrez ça à l'exposition. Et sous la Restauration, plus qu'une politique de l'oubli, c'est une politique du pardon et de la réconciliation qui est mise en avant par Louis XVIII, qui est guidé par le testament de son frère, le testament de Louis XVI, qui demandait le pardon et la réconciliation. Mais cette réconciliation s'est faite aussi sur une espèce de négation. Et notamment pour sortir de ces spirales de la guerre civile, c'est au XIXe siècle que s'est construit aussi le mythe d'une terreur venue de Paris, venue de l'extérieur, imposée à des malheureux Lyonnais, Lyonnais qui seraient modérés. En réalité, les choses sont plus compliquées que ça. Oui, il y a une modération lyonnaise, ça je suis tout à fait d'accord avec Bruno Benoît, c'est un marqueur politique, mais c'est un marqueur politique parce que dans la ville, il y a aussi des tensions. La modération est nécessaire pour calmer en fait les antagonismes. Et puis ce qui marque aussi l'héritage mémoriel de cette période, c'est cette fameuse défanatisation, cette violence exercée contre les cultes, fermeture d'églises, arrestation de prêtres, et qui a beaucoup choqué les fidèles, et qui a, c'est ce que craignait Robespierre, renforcé en fait l'influence du clergé réfractaire qui est resté insaisissable dans les campagnes grâce à une organisation clandestine très efficace qui va devenir même une organisation missionnaire sous le Directoire qui va quadriller le territoire, et ce qui fait que le Rhône au XIXe siècle est un bastion de catholicité et même un réservoir de prêtres. Et ça, c'est un héritage, c'est l'effet, les conséquences de cette politique qui a renforcé la piété, qui a régénéré la piété des catholiques dans les campagnes du Rhône. Pas pour Lyon. Lyon, il y a aussi un fort anticléricalisme à Lyon qui est aussi hérité de cette période. Donc la terreur, ce sont mes derniers mots, a façonné durablement la géographie politique et religieuse du département. Merci pour votre attention. Je vais faire. Ouais, très bien, merci. Hop, il est là. Merci. Ah oui, il faut juste la nuit. Alors là, oui, c'est bon. Merci. Donc au nom des archives départementales et métropolitaines et de Bruno Galland, je tiens à vous remercier très sincèrement tous les deux pour ces deux interventions extrêmement intéressantes. Un grand merci, vraiment, et puis en plus d'avoir tenu le temps. C'était parfait, merci beaucoup. Donc on va pouvoir passer aux questions. On a à peu près un quart d'heure devant nous, jusqu'à 19h35. Donc la parole est à vous, n'hésitez pas. Et j'en profite aussi pour la sortie. Elle ne se fera pas par le hall, il ne faut pas repasser par le hall, mais par le couloir, du coup, où mes collègues vous guideront. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire passer le micro. Merci. Oui, en dehors de Lyon, vous avez pas mal parlé du Beaujolais, avec le Haut-Beaujolais qui était plutôt religieux, donc modéré, le Bas-Beaujolais qui était plutôt montagnard. Dans le sud du département, autour de Condrieu, est-ce que vous savez si c'était plutôt dans un camp ou dans un autre ? Alors en fait, il y a une... Bon, j'ai plus ma carte. Bon, je suis désolé, mais vous voyez le département du Rhône. En fait, on voit très bien une espèce de séparation, une géopolitique est-ouest. C'est-à-dire que la partie qui est en fait la partie occidentale, plus montagneuse, qui sont plutôt des territoires de refus sur tout le département. Et puis près des fleuves, enfin des rivières, donc le long du Rhône et de la Saône. Là, on a déjà plus de villes et on a un réseau de clubs, de sociétés populaires beaucoup plus dense. Et donc, ces sociétés populaires participent à la républicanisation. Et donc, on a des territoires qui sont mieux contrôlés, où il y a moins de résistance. Et donc ça, on le voit dans le Beaujolais, Villefranche, puis après la vallée du Rhône, qui sont des zones sûres et qui sont acquises à la République. Les zones qui sont surveillées
contrôlée et ratissée, mais pas avec une grande efficacité, c'est toute la partie occidentale, montagneuse, entre guillemets, du département. D'accord. Donc le sud, autour de Condrieu, c'était plutôt, Ouais, plutôt montagnard, quoi. Oui, Oui, plutôt, voilà, on est plus favorable. Oui, On a un registre. D'ailleurs, il faut que j'aille à Condrieu parce qu'ils ont leur registre de société populaire et il faut que j'aille le photographier. J'ai trouvé en référence et il est pas très connu, donc j'aimerais savoir s'il y a encore. Et justement, pour un peu mieux connaître les sensibilités politiques locales. Mais comme il y avait une société politique qui apparemment était assez importante, c'est Édouard Herriot qui a travaillé dessus et qui montre que Condrieu était fidèle à la République. D'accord. Et est-ce que vous savez s'il y a eu des publications, comme à Lyon, de listes de dénonciateurs avec les adresses? Non. Non. C'est purement lyonnais. Purement lyonnais. C'est purement lyonnais, c'est le règlement de compte. Parce que, oui, j'ai oublié de le dire, l'essentiel des victimes de la répression, les 3/4, ce sont des habitants de Lyon. Il y a des habitants de l'extérieur, du reste du département, mais c'est des gens de Lyon qui ont été principalement ciblés par la répression. Dans l'expo, j'ai vu qu'il y avait aussi Écully, par exemple, les Collonges, où il y avait aussi des listes de dénonciateurs. Oui. Bon, mais c'est vrai que c'était près de Lyon, quand même. Oui, il y a de toute façon, il y a eu des registres des dénonciations partout. Et ce sont c'est un peu comme, je cite souvent cet exemple, c'est comme avec la chute du mur en Allemagne, en RDA, vous aviez les archives explosives de la Stasi, et vous pouviez apprendre que votre voisin ou même un parent pouvait être un informateur et a pu vous dénoncer. Oui. Alors pas forcément avec les mêmes conséquences, mais ça crée un climat. C'est pour ça que ces archives ont tout de suite été prise en charge et contrôlée pour éviter des incidents. Et là, c'est ce qui s'est passé. Toutes ces archives de comités de surveillance ont été très vite récupérées par les autorités pour éviter qu'on en fasse mauvais usage. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler du premier monument qui a été érigé dans la plaine des Brotteaux, enfin le contexte qui a fait sa destruction? Alors, le tout premier, justement, il a été inauguré pour le 2e anniversaire de la prise du pouvoir, vous savez, l'insurrection des pro-girondins à Lyon le 29 mai 93, quand ils ont pris la municipalité, enfin l'hôtel de ville, ils ont pris le pouvoir à Lyon. Et donc le 29 mai 95, en présence des représentants en mission, une cérémonie a été organisée dans la plaine des Brotteaux et un premier monument a été érigé. Alors c'est un monument en stuc, en plâtre, en bois. C'est un monument qui était appelé à être remplacé par un monument en dur plus tard. Cette inauguration et de ce monument, c'est de réhabiliter les Lyonnais qui se sont rebellés. Parce que la Convention, à la fin de l'année 94, a réhabilité les Girondins. Donc ils ont été exécutés. Certains sont revenus à siéger à la Convention, où les Girondins ont été réhabilités. Ceux qui se sont soulevés en leur faveur ont été aussi réhabilités. Et donc ce qui explique le 29 mai 95 à Lyon pour dire la révolte lyonnaise était juste. Et donc on rend hommage aux victimes qui sont ensevelies là dans la plaine des Brotteaux. Mais quelques semaines après, ce monument va être incendié par des partisans des montagnards qui sont encore là. Et donc il y a encore des tensions dans la ville. Et oui, ça montre aussi aux autorités que c'est à couteau tiré. C'est-à-dire aller brûler un monument funéraire, faut être quand même, faut vouloir, quoi. On voit qu'ils se détestent. Et donc c'est à partir de là que les autorités disent bon, allez, on n'en parle plus. Plus personne n'a le droit de venir dans les champs des Brotteaux et on arrête. Et donc il faudra attendre 1814 pour que le comte d'Artois, de passage à Lyon, pose la première pierre d'un monument qui sera réellement commencé de construire en 1816 et dont le gros œuvre sera terminé en 1819-1820, cette espèce de monument pyramidal qui sera détruit au début du XXe siècle pour laisser la place à la nouvelle chapelle expiatoire qu'on peut encore voir aujourd'hui rue de Créqui. Voilà. Alors le tout premier monument, non. Il a été mis sur l'emplacement des fosses. Le deuxième monument en 1814, on a aménagé un ossuaire et on a, alors je dis ça de mémoire, c'est à vérifier dans les sources, aux archives municipales, c'est le maire de la Guillotière, le cours Viton, qui fait procéder aux fouilles en présence des rares témoins
parce qu'il y avait des cordons de troupes pour pas assister aux exécutions, des rares témoins qui étaient là. C'était des gens qui travaillaient dans les champs, des brotteaux, qui ont indiqué l'emplacement des fosses. Et donc des fouilles ont été organisées et des ossements ont été récupérés et transférés dans l'ossuaire. Des ossements qui ont ensuite été déplacés en 1906, je crois, hein, pour être placés dans l'actuel monument. Mais c'est qu'une petite partie, hein, ces ossements de l'ossuaire, c'est qu'une petite partie des corps des victimes. Certains reposent ou ont été détruits, de toute façon étaient encore dans les brotteaux. Et puis il y a aussi des corps qui ont été jetés dans le Rhône. Des corps d'exécutés, de guillotinés. On le sait parce que les municipalités au sud de Lyon, à la fin de l'année 93, se plaignent. Notamment, c'est au niveau, c'est vergivore. Hein, on a des corps qui viennent s'échouer et on nous dit des verbaux, des corps sans tête. Voilà, qui viennent. Donc on demande aux autorités de ne plus jeter de corps dans le Rhône et d'ensevelir. Voilà. Alors le rôle des femmes. Alors on est dans une société politique patriarcale, donc ce sont les hommes qui commandent, qui sont dans les institutions. Les femmes, elles sont quand même actives à cette époque. Elles sont dénonciatrices, elles sont dénoncées. Elles sont aussi, bien souvent, elles jouent un rôle très important quand elles sont des veuves de condamnés. Et donc à ce moment-là, elles deviennent chefs de famille. Ça peut être aussi des filles. Hein, on pense à Madame de la Barbondière, qui avait été étudiée par Paul Feugat, qui avait fait une grosse étude sur ce personnage, fille de condamné, et qui est devenue une riche héritière, qui a géré tout un domaine. Donc c'est aussi pour certaines femmes eh bien, le moment où on prend en charge les affaires de la famille. Voilà. Mais on est une période très, j'insiste, très patriarcale, parce que c'est la République masculine, la République en guerre, le modèle c'est Hercule, voilà. Et donc les femmes sont reléguées au rang de spectatrices de la Révolution. Elles participent aux fêtes. Hein, aux fêtes républicaines, comme à la fête de l'être suprême, mais on a vraiment un mouvement, tous les mouvements de politisation des femmes. Il y a des clubs de femmes qui ont été créés à Lyon en 1791-92. Tous ces clubs de femmes sont dissous, pas qu'à Lyon d'ailleurs, en 93. Parce qu'on considère que les femmes, elles sont là pour faire des enfants, pour applaudir les guerriers, participer aux fêtes civiques, participer aux collectes, notamment de métaux et autres choses. Mais voilà, elles sont reléguées à un rôle subalterne. Mais j'insiste, ce qui ne veut pas dire que sur le plan socio-économique, elle n'est pas de rôle, et c'est tout l'intérêt justement des archives, des séquestres. Il y a encore, je pense, beaucoup de choses à faire. J'ai un étudiant qui avait travaillé sur ce sujet, qui a relevé des choses très intéressantes justement sur le rôle des femmes comme chefs de famille, et c'est un sujet qui doit encore être étudié. Voilà. Parce que ça a changé, je pense, pas mal de choses pour certaines familles. Il y a encore le temps pour une ou deux questions. Donc, oui. Que la guerre elle-même, la lutte des troupes de Paris, venues de Paris pour combattre Lyon, a fait beaucoup de victimes? Alors, relativement peu par rapport, parce que cette siège, c'est surtout une guerre d'attrition. Les troupes de la Convention ont évité l'assaut frontal, et surtout les troupes de la Convention n'avaient pas beaucoup de moyens. L'objectif, c'était déjà d'assiéger la ville, de faire un cordon, et ça a pris beaucoup de temps. Quand on regarde les archives, on s'aperçoit qu'en fait, le siège de Lyon, il y a des trous dans la raquette pendant assez longtemps. Et donc, il faut déjà faire un périmètre, déployer de l'artillerie. Et les besoins en artillerie, voilà, il y a plein de fronts. Hein. Il y a un front intérieur, la République est attaquée de tous côtés. Donc, en fait, l'armée de la Convention qui assiège Lyon a assez peu de pièces d'artillerie à sa disposition. Et donc, l'objectif, c'est surtout mener une guerre psychologique, notamment par ces bombardements qui ont lieu jour et nuit, et notamment les bombardements avec les boulets rouges qui sont destinés à créer des incendies, mais surtout à impressionner psychologiquement les Lyonnais. Alors j'avais relevé les derniers décomptes à partir des archives. Je vous donne un chiffre juste.
bah, vous voyez, je suis désolé, je ne l'ai pas noté ici. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais voilà, c'est rien à voir, par exemple, avec le siège de Lille en 1792. Hein, il y a eu assez peu de pertes, de pertes civiles, et en fait, l'armée lyonnaise ayant fui le 9 octobre, il n'y a pas eu vraiment de combat de rue dans Lyon. Donc les troupes il y a eu une grosse, ce qui a décidé de l'affaire en fait, à la fin du siège, c'est la prise d'abord de Sainte-Foy-les-Lyons. Et puis après, il y a une bataille pour s'emparer du faubourg Saint-Irénée. Et à partir du moment où les troupes de la Convention contrôlaient le faubourg Saint-Irénée et par là la porte de Saint-Just, les canons de la Convention pouvaient tirer directement sur Lyon, c'était fini. Donc c'est là où Précy décide de s'enfuir. Et donc finalement, il n'y a pas eu de dégâts matériels, de pertes en vie humaine. Il y en a eu, il ne faut pas non plus nier, mais les derniers décomptes, je ne veux pas vous dire de bêtises. J'ai donné le chiffre dans la nouvelle histoire de Lyon. Voilà, c'est Michel Biard qui a fait le dernier dénombrement. Il faudrait aussi ajouter, il y a eu quelques espions qui ont été fusillés par les Lyonnais, des espions et des espionnes. Mais voilà. On a aussi le problème, ça par contre j'avais travaillé dessus, de la fuite de l'armée de Précy le 9 octobre. Il y a eu un important massacre au pied du plateau de Saint-Rambert. Mais malheureusement, on n'a aucune trace, aucune archive. Tous les corps ont été ensevelis anonymement, on ne sait pas où, il n'y a pas eu de décompte. Donc il y a aussi ce problème aussi de tous ces morts au moment de la sortie, le 9 octobre, parce qu'on sait que dans la colonne de Précy, il y avait aussi des civils. Et on a du mal à avoir des chiffres précis là-dessus. Donc là, il y a eu des pertes, mais on ne connaît pas. De même qu'on n'a pas de chiffres précis sur les pertes de l'armée assiégée. Des rapports qui sont adressés à la Convention, enfin au comité de salut public, mais on a des morts dans les hôpitaux et là aussi, on ne sait pas vraiment combien de soldats sont morts. Donc le bilan est aujourd'hui très flou. Mais en tout cas, pour la population civile, c'est pas le siège lui-même n'a pas été très meurtrier pour la population civile. Enfin, moins qu'ailleurs, dans certaines villes assiégées. Voilà. Ah oui, alors ça, oui, c'est... bon, là aussi, c'est difficile à... Voilà, on accuse des paysans du Beaujolais d'avoir dépouillé des fuyards. Parce qu'en fait, les fuyards, de fait, certains ont été arrêtés, on le sait, c'est dans les archives, avaient sur eux des pièces d'or, sont partis avec tout ce qu'ils avaient pour aller se réfugier en Suisse. Et donc, ils étaient des proies de choix. Voilà, alors certes, que certains aient fait main basse sur, comme ça, des magots, c'est possible. Mais voilà, je pense qu'il faut, c'est quelque chose d'assez marginal. Il y a aussi, toute une série de légendes dans le Beaujolais autour de ça, alimentées par la jalousie, en disant voilà, celui-ci est riche parce qu'il a volé les pauvres fuyards lyonnais en octobre 93. Mais ça a pu se passer et ça a dû se passer dans quelques cas. Voilà. Oui. C'est quoi la réaction à ce moment-là du canton de Genève et toutes les régions frontalières à cette situation? Est-ce qu'il y a un écho, que ce soit religieux, sociétal, etc. Et aussi sur les territoires piémontais, je pense au Haut-Savoie, cette région-là qui est proche de Lyon, est-ce qu'elle a eu un écho de cette situation? Non, parce que, enfin non, tout a été verrouillé. Et ça, là où... Enfin, c'est le comité de salut public, c'est comme ça que tout a été mis sous contrôle très rapidement. En fait, il faut couper tous ces foyers d'insurrection. Et donc, on déploie les armées et on évite la circulation des individus. Donc éviter les espions, éviter justement que les rebelles des différentes localités se coalisent. Et donc en fait, on s'aperçoit qu'il y a des cordons de troupes à plusieurs niveaux. Et notamment, il y a un cordon de troupes tout le long de la frontière avec la Suisse, pour éviter qu'on circule. Et puis, il y a un cordon aussi de troupes dans les vallées alpines, pour éviter que les Lyonnais envoient des agents sur les arrières de l'armée des Alpes qui combat le Piémont à ce moment-là.
Donc tout est sous contrôle et de fait, il n'y aura pas vraiment de circulation, il n'y aura pas vraiment de mouvement de l'extérieur. On sait assez peu ce qui se passe à Lyon à partir de la fin du mois d'août 93. On sait qu'il y a une révolte, mais pour le reste, on a assez peu d'éléments. Pareil sur la répression, ce n'est qu'après, quand la circulation des informations se fera un petit peu mieux, que les nouvelles circuleront. Elles vont surtout circuler par les réseaux de l'Église réfractaire. Parce qu'ils avaient déjà mis en place un réseau de correspondance clandestine autour de l'Insola. Et ça, on en a des traces. Notamment, j'étais allé aux archives du Vatican et on a des correspondances de Lyon du début de l'année 94 qui indiquent ce qui se passe, notamment la répression, l'ampleur de la répression. Mais vraiment, l'information circule au compte-gouttes. C'est vraiment fin 94 que les choses vraiment se savent, mais c'est la fin de la répression. Donc non, il y a vraiment un contrôle. Ça, c'est très très important. La Convention, du point de vue militaire, a très très bien géré la situation. On va pouvoir terminer ici. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Et merci encore à Christelle Nouveau et Paul Choplin de leur présence ce soir. C'était passionnant. Merci beaucoup. Ça se complétait bien, ça permettait de voir. Bravo.